Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Allez, on s'apprête à ferrailler autour de l'actualité du jour, notamment sur des sujets qui vous concernent. 0826 300 300, j'attends vos commentaires, vos avis et que vous veniez participer à ces différentes conversations, notamment sur vos conseillers bancaires. Tenez, peut-être qu'ils vous agacent, peut-être qu'ils vous énervent, peut-être qu'au contraire, il est fantastique. 88% des Français ont une bonne image de leur conseiller bancaire, mais ça ne les empêche pas d'être lucides. D'être lucides tout simplement parce que, bah oui, de temps en temps, ils vous vendent quand même un petit truc dont vous n'avez pas du tout envie, par lequel vous n'êtes pas du tout concerné. Et puis, bon, ils changent très souvent. Donc, est-ce que vous, auditeurs de Sud Radio, vous seriez prêts à changer de conseiller bancaire, notamment avec l'essor des banques en ligne? C'est direct, c'est du 7 jours sur 7, c'est rapide, c'est efficace. Peut-être que vous êtes tenté par ça, donc venez nous en parler. 0826 300 300. Et puisqu'on parle du travail, tenez, est-ce que la France aime encore ça? Est-ce que la France aime encore bosser? Quand on voit l'absentéisme record au travail, 2 fois plus qu'aux États-Unis, 2 fois plus qu'au Royaume-Uni, on atteint les 6% jusque dans le privé. Et un autre chiffre aussi très intéressant qui, je n'en doute pas, fera réagir autour de la table, 7% des salariés seulement en France se sentent, écoutez bien, pleinement engagés dans leur boulot. C'est près d'un tiers aux États-Unis. On est totalement à la ramasse. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la France doit totalement peut-être repenser son rapport au travail, ou est-ce que la France définitivement n'aime plus du tout bosser? On en parlera d'ici une petite demi-heure. Mais tout de suite, le débat qui va nous préoccuper, c'est tout ce qui se passe autour de la loi Duplon. Vous en entendez parler forcément beaucoup sur cette antenne. 0826 300 300. Est-ce que la démocratie est-elle en train de céder face à l'intimidation? 9 élus déjà, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. 9 élus ont eu des atteintes, des menaces, des attaques de permanence, des mails incendiaires en disant que ces élus qui avaient voté pour la loi sont en réalité en train d'amener le cancer jusqu'à nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la démocratie est en réalité en train de vaciller par des petites attaques ici et là? C'est en tout cas le thème de la conversation, je le redis. Application Sud Radio, site Sud Radio, et j'ai hâte et j'ai le plaisir aussi d'en parler avec Gilles Platré, maire de Chalon-sur-Saône. Bonjour. Bonjour. Lucas Véran, adjoint au maire de Neuilly. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alexandra Spinner, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Et Octave, caricaturiste de presse et sur les réseaux sociaux. Bonjour mon cher Octave. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez entendu parler de ce sujet et de la loi Duplon qui ne cesse de faire parler d'elle. Plus d'1,5 million de signataires à l'heure où on se parle. D'un côté, on peut se dire oui, bien sûr, c'est formidable, ça fait partie de la démocratie participative, les gens se manifestent. On peut en parler. En revanche, il y a tout ce qui se passe en coulisses, c'est-à-dire les élus qui, sous cette pression médiatique, l'attention médiatique, se font quand même menacer de mort. J'aimerais qu'on en écoute un qui a témoigné ce matin, c'était au micro de LCI. Moi, je n'ai jamais vu ça depuis le début de mon mandat. C'est des centaines de mails, d'insultes, etc. Vous avez voté pour le cancer. On nous souhaite même dans certains mails que ça arrive à nos propres enfants. Cet emballement, est-ce qu'il risque de faire changer votre vote? Pas du tout. Je ne changerai jamais mon vote. Une dizaine d'outrages ou de dégradations de permanence d'élus a été recensée, comme celle de cette députée centriste favorable à la loi. À l'inverse, ici, c'est un député écologiste qui a été ciblé par des agriculteurs. Donc vous avez entendu autour de la table vraiment des centaines et des centaines de menaces de mort. Je me tourne vers vous, les deux élus, les maires ici, que ce soit Gilles Platré ou Lucas Véran. Comment vous interprétez ça? Est-ce que c'est un biais médiatique, on fait semblant de découvrir ça, ou vous, peut-être dans d'autres regards, vous avez eu l'habitude d'avoir des menaces de mort, des intimidations? Gilles Platré. Non, je ne vais pas aller jusque-là. Je pense que c'est une tendance de fond. Alors, il y a le fond de la loi, et ça peut être l'objet d'un débat. J'ai cru comprendre d'ailleurs que la rentrée serait notamment centrée là-dessus à l'Assemblée nationale. Yael Braun-Pivet a dit qu'il y aurait un débat, mais qui de toute façon ne revient pas sur le fond de la loi. Et ça, c'est fondamental, parce que si on veut encore tenir à un bout d'institution dans ce pays, il faut tout de même que les députés et les sénateurs, lorsqu'ils ont voté une loi, ne soient pas menacés. Donc le fond de la loi peut toujours faire l'objet d'un débat, mais je crois qu'on est entré aujourd'hui, et en tout cas c'est un grand retour de la violence en politique. Elle a déjà existé dans notre pays dans les décennies passées. Il faut regarder un petit peu les choses sur le temps long. La violence fait hélas parfois partie du débat, mais là on a un retour de flamme absolument terrible, et on le voit dans toutes les occasions. On voit bien, parce qu'on n'est pas naïf, que les mouvements qui ont promu cette pétition ne sont pas des mouvements qui par ailleurs sont toujours très respectueux de la démocratie, sont des mouvements souvent violents, de l'écologie radicale, alors qu'il y
y a un débat sur le fond, encore une fois, ça c'est le rôle du Parlement qui représente la nation. On a beau penser ce qu'on veut de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est son rôle, c'est leur rôle. Mais aujourd'hui, le retour de la violence en politique est une donnée qui va nous accompagner, hélas, pendant des années et des années. La violence qui pouvait être pendant un temps peut-être verbale, peut-être médiatique, vraiment c'était du spectacle, est-ce que malheureusement elle est en train vraiment de devenir physique, Lucas Véran? Ah oui, précisément en 2024, vous avez 250 faits de violence et d'agression physique qui ont été recensés sur l'année, c'est en progression par rapport à 2023. Et au total, si on prend agression physique, agression verbale, incivilité recensée, on est à près de 2500 à l'année. C'est 48 faits de violence qui sont recensés par semaine contre les élus. Donc, bien évidemment, là, ce sont les parlementaires, mais je pense que Monsieur le maire pourra dire la même chose. Il y a une très forte exposition des élus locaux. On a en mémoire chaque été parfois des maires qui s'interposent pour rétablir l'ordre public, qui se font directement quand ils peuvent, parce que quand on voit tout ce qui se passe exactement, à Limoges, à Nîmes ou à Béziers, il y a quand même ils ont les moyens et parfois les moyens leur manquent parce que malheureusement l'État n'est plus là pour assurer sa mission régalienne première. Donc il faut en effet réagir d'abord par des outils législatifs, et il y avait eu une loi sur le statut de l'élu qui octroie la protection fonctionnelle pour les élus, mais derrière, vous avez raison de rappeler qu'il faut des moyens, parce que c'est bien d'édicter les lois, mais si elles sont, encore une fois, juste un texte qui ne se traduit pas par une mise en œuvre, et en plus, cela s'installera. Oui, puis c'est l'effet pervers, c'est-à-dire qu'en réalité, on met des dispositifs, là c'est la première fois qu'une pétition arrive à se hisser à ce niveau-là, au point d'organiser un débat à l'Assemblée nationale, il y a le retour de bâton derrière, c'est-à-dire que signature record, un débat, on peut pas changer la loi, donc il y a cette espèce en plus derrière peut-être de frustration démocratique. La pétition est prévue par nos lois, c'est-à-dire que le problème n'est pas la pétition. À la rigueur, ça c'est un moyen d'expression pacifique. Alors on peut quand même s'interroger. Complètement. On l'avait hissé l'action sur le terrain après les et l'intimidation des députés. Ça, par contre, c'est absolument intolérable. Alexandra Spinner, sur ce retour de la violence en politique, est-ce que vous pensez qu'à peut-être sur certains sujets, et celui-ci en est un exemple, peut-être que la démocratie peut céder? C'est-à-dire tout d'un coup se dire on met sur place peut-être dans nos circonscriptions il y a un tel retour de la violence qu'on va devoir changer d'avis et plus exercer la liberté du parlementaire. Alors j'espère que la liberté des parlementaires sera toujours sanctuarisée. En revanche, je ne vois pas pourquoi cette décivilisation qui nous ronge. Décivilisation. Une décivilisation, oui. Enfin, je veux dire, c'est quand même terrifiant de voir des élus recevoir des mails qui leur expliquent qu'il faudrait que leurs enfants soient victimes de cancer. C'est quand même terrible qu'un de mes collègues, Vincent Jeanbrun, ait vécu ce qu'il a vécu, c'est-à-dire on a mis le feu à sa maison, on s'est attaqué à sa famille. Mais des exemples comme ça, on en a à l'infini. Il y a une sorte de tout est désacralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui tienne vraiment debout. Alors sur le fond, encore une fois, on peut en débattre, bien sûr. Mais j'aimerais dire que le débat a eu lieu puisqu'il y a eu un vote. Enfin, le débat parlementaire, c'est cela. On y reviendra après sur le débat, déjà parce que beaucoup l'estiment faussé. En tout cas, les ONG disent mais regardez, c'était pas les bons chiffres, etc. Et au contraire, parfois, il y a même le Conseil constitutionnel qui dit peut-être l'insincérité des débats parce qu'on a utilisé des mécanismes à l'Assemblée qui font. Encore une fois, toute cette éco-anxiété est quand même portée par des groupuscules qui sont des groupuscules qui agissent par la violence, de façon systématique. Voilà, qui sont violents, c'est leur façon de procéder. On le voit avec la 69, on le voit avec la Méga-Bassine, c'est absolument partout. Octave, caricaturiste de presse et sur les réseaux sociaux, comment vous observez-vous ces phénomènes? Est-ce que vous pensez à un moment que la démocratie peut basculer vers quelque chose de plus physique? Complètement. Je pense qu'on arrive même à une ère de révolution, pratiquement. On le voit, c'est pas que le seul sujet. Il y a des sujets même géopolitiques qui sont très clivants et qui s'installent même au sein de notre République et de notre pays. Je pense qu'aujourd'hui, ce rapport à cette loi, en fait, du plomb, elle est importante. Moi, je suis d'une génération qui aujourd'hui est très très engagée, mais au-delà de l'engagement, elle est aussi impactée par la consommation et par ce qu'on consomme aujourd'hui. Alors oui, je sais qu'il y a un rapport très compétitif, donc on doit aussi se mettre à la place de ceux qui produisent justement les agriculteurs. Mais à un moment donné, on sait qu'il y a presque une vingtaine de leviers qu'on pourrait utiliser pour pallier aux pesticides et on les utilise pas. Donc moi, j'ai une interrogation là-dessus. Est-ce qu'on écoute vraiment
est-ce qu'on écoute vraiment ce que veut le peuple, c'est-à-dire vivre plus longtemps, vivre plus sainement, ou est-ce qu'en fait on a un rapport à l'argent qui est toujours plus important? Mais ça, c'est sur le fond. Oui. C'est pas ça ne justifie pas. Ça ne justifie en rien la violence. Je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est quand mais même. Vous regardez, j'ai l'impression d'un regard sain, Octave, le fait que des gens puissent se manifester au sein d'une pétition. C'est-à-dire que vous avez l'impression peut-être d'un relent démocratique où quand on a souvent ce discours de la France essoufflée démocratiquement. Je trouve ça légitime. C'est-à-dire que à ce moment-là, je veux bien qu'aujourd'hui on soit compétitif par rapport à notre production, à ce qu'on va exporter aussi comme produit français. Mais à quoi ça sert aujourd'hui de consommer si c'est pour vivre moins longtemps et être impacté par des... Très bien, alors ne soyons pas le seul pays à l'interdire. C'est quand même ça le sujet. Le problème aujourd'hui, c'est que la France se retrouve dans une situation ubuesque. Complètement dingue, quoi. C'est que l'Europe n'interdit pas les pesticides qui ont été réintroduits à titre dérogatoire et exceptionnel. Il faut quand même revenir au texte de la loi. On est vraiment sur des filières en tension qui sont soumises à de la concurrence qu'on pourrait presque qualifier de déloyale des autres. C'est-à-dire que si vous interdisez en France ce que vous autorisez dans le reste de l'Europe, en réalité, il va se passer quoi? Notre production va chuter et il va se passer ce qui s'est passé pour les cerises, c'est-à-dire qu'on importait des cerises qui étaient traitées avec des pesticides parce que nous ne pouvions pas protéger notre propre production parce que les pesticides étaient interdits. Vous voyez un peu la folie dans laquelle nous sommes. Donc c'est pas simplement une question, alors je suis entièrement d'accord sur la question sanitaire, c'est aussi une question de régulation européenne. Pour le coup, l'Europe se grandirait à essayer d'être un peu plus directe et plus coercitive avec les autres producteurs et pas simplement nous avec les Français. 0826 300 300, est-ce que la démocratie va céder face à l'intimidation? On le voit, que ce soit les groupuscules violents, et malheureusement les exemples se sont multipliés ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. On repense à la loi 69, à ce qui s'est passé peut-être autour des méga bassines. Est-ce que la violence va réussir peut-être à un moment malheureusement à faire basculer ce qui est un exercice démocratique, est un droit fondamental notamment pour ceux qui l'exercent? On pense aux élus. 9 ont subi, selon le ministère de l'Intérieur, ont recensé violence, que ce soit menace de mort ou dégradation de permanence. 0826 300 300. Venez participer à la conversation. Vous êtes bien sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Un seul numéro à appeler, 0826 300 300, application Sud Radio et également réseaux sociaux. J'ai besoin de vos avis, de vos commentaires. Est-ce que la démocratie française va céder face à l'intimidation qu'on peut voir par les ONG, par certaines personnes violentes, notamment sur des projets, il faut le dire, ou agricoles ou écologiques en grande partie. Et le débat, croyez-moi, se poursuivait à l'instant en studio. Et on va y revenir, mais j'aimerais qu'on fasse un tour du côté du standard. 0826 300 300. Bonjour Bruno. Oui, bonjour. Merci beaucoup de nous appeler sur Sud Radio. Vous avez quand même été interpellé par ces 9 élus menacés. C'est totalement inacceptable. Mais est-ce que vous croyez peut-être à un point de bascule, vous? Je sais pas, mais c'est pas normal. On n'attaque pas les gens comme ça, en plus leurs enfants, quoi. Je sais pas. C'est quelque chose qui me dépasse un peu. Voilà, je trouve que c'est inacceptable. Mais comment vous le regardez, vous? C'est-à-dire que c'est un monde que vous comprenez plus, ou justement vous voyez bien quand même qu'il y a des instrumentalisations derrière qui poussent malheureusement parfois le curseur jusqu'à la violence physique? Alors, je pense déjà que les instrumentalisations, elles ne poussent que les gens qui ont envie d'être poussés. Il y a peut-être des gens le qui... bon sens. Le bon sens de Bruno, ça. Merci Bruno. Il y a des gens qui peuvent quand même faire la différence en se documentant un peu, quoi. Ensuite, je comprends que les gens se sentent frustrés parce que ils ont l'impression qu'on leur confisque quelque chose, et surtout que le discours qu'on entend est parfois biaisé. Parce que ce néonicotinoïde là, voilà. Néonicotinoïde, en effet. Voilà, apparemment, ça serait un des moins pires. Voilà. Mais à mon sens, peut-être je me trompe, mais si on avait voulu vraiment aider les agriculteurs, on aurait interdit l'importation de fruits et de légumes traités. On aurait vraiment suspendu, par exemple, le Mercosur, qui fait des débats là aussi à l'Assemblée nationale, mais qui semble être pressé par la Commission. Voilà, les agriculteurs, ils auraient pu vendre mieux, nos agriculteurs à nous, et vendre peut-être à un meilleur prix, et en préservant la santé des gens. Ensuite, ce produit, il est quand même utilisé beaucoup, si mes renseignements sont bons, sur la betterave et la noisette. Absolument. Et partout en Europe, accessoirement.
Voilà. Mais pour moi, le fait d'autoriser ce produit, ça a été un peu un nuage parce que nos agriculteurs, leur principal souci, c'est le coût de la production. Ouais. Merci beaucoup Bruno de nous avoir rappelé au 0826 300 300 du côté qui était du côté de Perpignan. Il pose quand même les termes comme on dit Bruno, c'est-à-dire en réalité on fait une loi, tout le monde se focalise dessus, mais c'est pas le sujet. En réalité, on aurait davantage peut-être dû s'exciter et signer des pétitions quand on a accepté le Mercosur, quand on a fait des débats à l'Assemblée nationale qui servaient à rien. Comment vous regardez et comment vous réagissez à ce que vient de nous dire Bruno? Mais ceux qui ont fait cette pétition ne s'intéressent pas à ces sujets parce que je vous rappelle faut dire que c'était censé être apolitique, c'était une jeune étudiante qui a dit en réalité on massacre la santé, etc. Je salue son initiative, ça n'est pas le sujet. Mais on sait quand même que tous ces sujets sont portés par des gens qui incitent à la haine envers les industriels, les patrons et surtout les agriculteurs, qu'ils effectuent des sabotages sur les installations agricoles et industrielles, qui s'en prennent aux gendarmes qui veulent protéger ces installations. Enfin, je veux dire, on sait bien que c'est comme... mais c'est horrible à dire, pardon, je me tourne vers vous après, Lucas Véran, mais il y a quelque chose de... Est-ce que c'est horrible à dire, mais une nouvelle façon de vivre la démocratie, c'est-à-dire que les gens se sentent, on est en 2025 aujourd'hui, c'est-à-dire, mais non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est de la pression, c'est de l'intimidation physique, c'est du harcèlement, et les gens sont persuadés peut-être parce que le ras-le-bol fiscal passant là, en disant c'est nous qui vous payons, vous ne faites pas assez pour nous, résultat, quand vous faites quelque chose qui ne nous va pas, eh bien on vient vous le dire un peu en face et parfois avec une main là où il faut pas. Après, il y a deux choses. Moi, je voulais réagir pour pas non plus confondre la minorité radicale qui a agi sur la 69, sur les méga-bassines, avec un élan citoyen qu'aujourd'hui regroupe 1 500 000 personnes. Je l'ai dit, je salue cette initiative, il n'y a pas de sujet. Et ensuite, le deuxième sujet, vous avez entièrement raison, c'est comment on consomme la démocratie, ou plutôt comment on la vit, comment on la construit. Le législateur et différents responsables politiques ont poussé des instruments de démocratie participative. On avait la convention citoyenne dédiée à la fin de vie, on en a actuellement une sur les temps de l'enfant, on en a une sur le climat, on a ce droit de pétition qui est ouvert depuis 2019, et à un moment... La démocratie représentative et la démocratie participative, pour l'instant, ont du mal à échanger, ont du mal à dialoguer, et il faut bien évidemment que l'un ne rentre pas en concurrence avec l'autre. La démocratie représentative, on reçu mandat du peuple, là on revient au principe des Lumières, c'est qu'un mandat comme celui de député n'est pas fait pour répliquer à l'identique chaque volonté citoyenne sur tel et tel sujet, c'est d'être titulaire de la notion d'intérêt général. Et je termine, c'est qu'en fait, sur cette pétition, il y a un angle thématique qui est la santé, et sur lequel on aura tous collectivement du mal à dire on n'a pas envie d'avoir. Mais quand on parle de la productivité des agriculteurs, de ce que l'on évoquait, la trappe aux importations finalement avec la baisse de la production, on a du mal, et c'est aussi le rôle pour le coup de la démocratie politique, du politique, de prendre le sujet dans sa globalité et de bien évaluer les effets de bord. Est-ce que des élus menacés après le vote de la loi Duplon, la démocratie française est-elle en train de céder à l'intimidation? Oui, pour 77% de nos auditeurs. Par exemple, je vous lis la réflexion de Michel qui est au cœur de la discussion qu'on est en train d'avoir, qui nous dit mais enfin quelle démocratie? Est-ce qu'on peut vraiment parler de la plupart des normes qui viennent de Bruxelles, alors que les Français en 2005 avaient oui, ça c'est pas le cas. C'est un contre-emploi, puisque là on est sur une norme française qui n'est pas européenne. Et entièrement. Mais la sensation, peut-être, à un moment, rappelez-vous, ces fameux Français qui avaient refusé les dictats européens en 2005 et qui se sont aujourd'hui frustrés. Il y a peut-être encore ce fil rouge de la frustration du référendum de 2005 sur la Constitution européenne. On voit bien qu'on est, avec l'intervention de votre auditeur il y a quelques minutes, on est sur la notion de souveraineté. Voilà, c'est-à-dire à un moment donné, si on veut, on est sur la notion de souveraineté lorsque la loi est votée précisément pour éviter de dépendre moins d'importations de pays qui n'appliquent pas les mêmes règles que nous, et on est sur la notion de souveraineté lorsqu'on reconnaît, je pense qu'on est assez dans le consensus autour de cette table, aux députés le droit et même le devoir de porter l'intérêt général, de définir souverainement quelle doit être la politique et la loi de la France. Or, face à ça, des mouvements bien organisés, très minoritaires, mais très activistes, sont en train de prendre la main sur le terrain. Et cette notion du retour de la violence en politique, notamment autour des thématiques de l'écologie radicale, est en train de devenir une norme partout sur le terrain. Je le dis bien, non seulement sur les grands débats, vous avez cité les méga-bassines, on en a d'autres sur l'autoroute, etc. Mais surtout sur les débats de niche de plus en plus. Ce sont des débats de niche, mais qui ont un fort, parce que ça, on voit bien que ça sensibilise une grande partie de l'opinion contre un fort
fort retentissement médiatique. Donc attention, parce que à force de trouver que c'est plutôt sympa, parce qu'il y a des causes justes, et on est tous d'accord pour dire ça, mais derrière ces causes justes, il y a une instrumentalisation très nette de personnes qui sont ultra politiques et qui aujourd'hui ont décidé par la violence d'imposer leur loi, par l'intimidation. Et on sait bien, et le député, le sénateur Duplon l'a dit lui-même, que cette grande mobilisation est aussi faite pour impressionner le Conseil constitutionnel qui, à la fin des fins, aura le dernier mot sur le texte. Alexandra Spinner. Non, juste pour répondre singulièrement à ce que vous venez de dire, évidemment que ceux qui ont signé cette pétition ne cautionnent pas les violences contre les élus. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis simplement qu'il y a une frange radicale dans les mouvements écolos qui d'ailleurs porte préjudice aux causes qui prétendent porter. Maintenant qu'il y ait un vaste mouvement citoyen, qu'on s'empare de sujets forts, je trouve que c'est très bien. Je regrette d'ailleurs que ce soit pas vraiment le cas, parce que je trouve que notre modèle démocratique, il est à bout de souffle. Quand on voit le débat, le non-débat qui a eu lieu sur la fin de vie, typiquement, j'ai pas le sentiment que les citoyens se soient vraiment exprimés, typiquement. Mais on est assez d'accord là-dessus, c'est que moi je partage votre point de vue à 100%, c'est que qui prend le leadership de cette cause, c'est souvent justement des personnes qui sont pas saines d'esprit et qui mettent un électorat à un rapport sain pour la vie. C'est hyper contradictoire. Le tout sur des arguments, la plupart du temps, qui sont fallacieux. C'est-à-dire que c'est toujours des biais qui sont utilisés. C'est ça qui est très dangereux aussi pour la démocratie. C'est-à-dire que la plupart qui s'engagent pour cette cause le font sur des éléments jeunesse, avant tout. Et je me demande justement à qui on s'adresse aujourd'hui. Est-ce qu'on s'adresse pas à un futur électorat de 2032 ou de 2027 qui approche de la majorité et donc du coup qui est très Instagrammable, très axé à la communication des réseaux sociaux, et donc il y a un rapport à la communication qui rend enfant la manière de raisonner et donc de réagir, et donc qui a très vite accès à la violence. Dans ce que vous dites, Octave, c'est là où c'est presque vertigineux. C'est précisément, rappelez-vous les gilets jaunes qui avaient commencé sur les réseaux sociaux. Là, la pétition a un succès dingue précisément parce que c'est partagé par les influenceurs, que par des personnalités avec énormément d'abonnés, des acteurs comme Pierre Ninet. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a une concentration de personnalités qui s'adressent à ce public et qui les politisent presque indirectement. 0826 300 300. Bonjour Philippe. Est-ce que vous nous entendez, mon cher Philippe ? Philippe est en train de marcher dans sa maison. Philippe est... Ah, bonjour mon cher Philippe, vous allez bien ? Ça va. Merci de nous appeler sur Sud Radio. Vous vouliez réagir vous aussi sur ces élus intimidés suite au vote de la loi Duplon. Vous êtes agriculteur vous-même ? Oui, je suis agriculteur au nord du Lot, agriculteur boulanger au nord du Lot, voilà, paysan boulanger comme on dit, voilà. Et comment vous regardez ça ? Parce que peut-être que votre député... Pour donner la parole aux gens de terrain. Mais je vous en prie, mais justement Philippe, vous êtes agriculteur, peut-être que le député de votre circonscription a voté pour la loi et que demain ou après-demain, si ce n'est pas déjà fait, il se fera menacer ou il se fera vandaliser sa circonscription. Comment vous regardez ça, vous ? Je ne sais pas ce qu'il a voté, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est en démocratie, on ne doit pas menacer les gens parce qu'ils prennent une idée ou une autre, d'un côté comme de l'autre. On est en train de monter les gens les uns contre les autres. C'est pas bon. Attendez, mon cher Philippe, oui. Et essayez de ne plus bouger et de tendre le téléphone façon antenne radar, mon cher Philippe, parce que sinon on va vous perdre, le son est un peu compliqué. Et j'aimerais quand même qu'on puisse échanger un peu avec vous. Est-ce que vous m'entendez un peu mieux ? Ah, là c'est parfait. Ne bougez pas, cher Philippe, montez sur la chaise, tendez le téléphone vers le haut et ne bougez plus. Voilà. Allez-y. On est en démocratie. De menacer un élu, qu'il soit de droite, de gauche, du centre, c'est pas bon. Oui. Aujourd'hui, en train de monter la crise. Aujourd'hui, au milieu de tout ça, il y a les agriculteurs qui sont en train de être. Et comme j'ai écouté vos auditeurs qui disaient, quand il y a eu le Mercosur, je suis désolé, mon cher Philippe, merci beaucoup de nous avoir appelé au 0826 300 300, mais on est en train de vous perdre. Je pense qu'il y a des activistes écolos qui sont en train de brouiller votre communication, mon cher Philippe. Ils ont arraché une antenne ou deux. Prenez soin de vous, merci de nous avoir appelé. Dans un instant, après la pub, on va se poser la question de la France et de son rapport au travail. Malheureusement, elle est encore au sommet en ce qui concerne l'absentéisme, notamment dans le domaine privé. 6% les chiffres de l'absentéisme au travail, 2 fois plus qu'aux États-Unis, 2 fois plus qu'au Royaume-Uni. La France aime-t-elle encore bosser ? 0826 300 300. Restez avec nous parce que vous êtes bien sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Merci d'avoir choisi Sud Radio pour passer votre mois de juillet en notre compagnie. Nous sommes le 22 juillet et vous êtes bien dans vos grands débats de l'été, toujours en compagnie de Lucas Véran, adjoint au maire de Neuilly, Gilles Platré, maire de Chalon-sur-Saône, Alexandra Spinner, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France, et Octave, caricaturiste de presse et sur les réseaux sociaux. On va aborder ce deuxième sujet qui est aussi quand même très intéressant. L'absentéisme atteint un niveau record en France en ce qui concerne le travail, d'où cette question au 0826 300 300, y compris sur les réseaux sociaux et l'application. Est-ce que notre pays aime encore bosser? Parce que si on regarde un peu froidement les chiffres, globalement, on travaille moins, on est absent plus souvent et plus longtemps, et surtout, on a un chiffre saisissant dans ces données qui nous parviennent et qui nous sont parvenues cette nuit. 7% des salariés seulement se sentent, je cite, pleinement engagés dans leur boulot. C'est-à-dire que c'est des chiffres à contrario de ce qu'on peut voir par exemple aux États-Unis, avec un tiers des salariés qui se sentent convaincus. Mon cher Octave, je me tourne vers vous parce que dès qu'on a abordé ce sujet, vous disiez je veux commencer parce que c'est un sujet qui est passionnant. Oui, en fait, je vais surtout parler sur le fond. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une France qui a un rapport au travail, il y a un attachement au travail? Moi, je vous dis que oui. C'est juste que est-ce qu'on donne aussi à la France l'envie de travailler? Aujourd'hui, je pense pas, parce que en fait, on a un rapport au social qui est trop important. On a aussi, je pense, un problème par rapport à la rémunération, par rapport au nombre d'heures fournies. On a aussi des perspectives de carrière qui sont très rapidement décourageantes, parce qu'on vous fait comprendre que vous n'aurez pas ce que vous avez envie d'avoir tout de suite, et peut-être que vous l'aurez jamais, tout simplement. Donc, je le dis, dès en fait l'école élémentaire, on nous met sur une façon de penser qui est pas la bonne. Par rapport au travail. Oui, celle de se rapprocher de ses ambitions, de se rapprocher d'un rêve, pas forcément de devenir ce qu'on a toujours rêvé d'être, mais de s'y rapprocher. Et donc du coup, forcément, on n'encourage pas en réalité la plupart des jeunes élèves, et je me tourne vers vous, Alexandra, peut-être à suivre ses ambitions, à y parvenir, et peut-être pas de la manière la plus classique qui soit. Oui. Alexandra Spinner, comment vous regardez ça? Vous êtes dubitative. Oui, non, mais j'écoute avec intérêt ce que vous venez de dire. Je pense que il y a quand même aussi un effet Covid. Enfin, je veux dire, l'étude où on parle de l'étude du cabinet Mercer, il y a quand même un vrai effet Covid. Je crois que les Français ont découvert le plaisir de ne pas travailler et d'être payés. C'est ça la réalité. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse une véritable révolution, qu'on prenne en compte ce qui s'est passé au moment du Covid, et il faut quand même que les Français renouent avec l'envie de travailler. Il faut aussi, je pense que qu'on remette au travail une partie de la France aussi, parce que je pense que ceux qui travaillent sont quand même très frustrés de voir qu'il y a toute une partie de la population qui ne travaille pas et qui finalement arrive au même niveau de vie qu'eux. Ça, c'est un vrai sujet. C'est juste ce que vous venez de dire par rapport au Covid. Après, fort heureusement, on n'était pas les seuls justement à être confinés, à devoir faire du télétravail. C'est vrai qu'on a reçu des indemnisations, des aides pendant que les autres n'ont pas reçu. Que les autres n'ont pas reçu, faut le dire. La France a été le seul pays, ou un des seuls, à fournir cette aide-là, qui a été très importante et qui a largement et dont on en voit encore aujourd'hui augmenté la dette qu'on doit rembourser. Après, je pense pas que le Covid soit forcément une excuse. Moi, je vous dis, peut-être un élément de fond, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. 0826 300 300, ça m'intéresse d'avoir votre opinion, vos avis, camarades auditeurs au micro de Sud Radio, justement sur ça, sur le travail. Est-ce que vous, peut-être, si vous travaillez dans une entreprise, vous observez peut-être ce désenchantement ou cette flemme du travail? Ça peut exister aussi, Lucas Véran, je pense interpellé sur ça. Bah oui, parce qu'en sous-jacent, moi je comprends en effet la statistique de 7% que vous avez dit, je comprends, et il y a des bonnes pistes dans ce que le gouvernement propose, comme le jour de carence d'ordre public pour résulter, un peu résorber ce déficit de l'assurance maladie de 18 milliards. Mais je pense que la question de fond qui n'est pas adressée, c'est est-ce qu'on donne aux jeunes qui travaillent aujourd'hui l'impression qu'ils vont pouvoir s'enrichir avec le travail? Et ça, la réalité, c'est que non. Quand un employeur verse 100%, en fait, le salarié final en touche parfois que 40%, et en plus de la TVA. Donc, je pense qu'il y a vraiment cet enjeu sur lequel on doit se poser collectivement et dire quelles sont les conditions pour que finalement les jeunes aient un intérêt à travailler, en ayant l'impression qu'ils peuvent construire un patrimoine, en ayant l'impression qu'en fait, parce que
La réflexion de fond, c'est quoi? C'est que quand il y a quelques décennies, il y avait 5 actifs pour un retraité, c'était indolore. Mais quand aujourd'hui un jeune il travaille, il y a 1,7 actifs pour un retraité, donc il a l'impression que s'il veut construire une famille, et c'est lié avec la natalité, il doit payer en plus pour quasiment un retraité. Donc ça devient insupportable, et je pense qu'il y a une vraie réflexion de fond sur comment on incite les gens à être encouragés, à être incentivés en bon anglais, à délivrer plus. Et je pense que c'est par ce biais-là qu'on résoudra une bonne partie du problème et du lien qu'ont les jeunes avec le travail. Sachant qu'on parlait de coûts, ça coûte quand même à la France entre 60 et 80 milliards par an, c'est-à-dire le budget de l'éducation nationale, justement, uniquement par l'absentéisme au boulot. Gilles Platré. Alors, moi je trouve que le débat est passionnant. Parce qu'en fait, ce matin, on parle des crises. On a parlé de la crise de la démocratie avec la réintroduction de la violence comme moyen d'action politique. Et on parle aujourd'hui de la crise du travail qui, à mon avis, est aussi un reflet de la crise de la société tout entière. Alors, on a beaucoup parlé des jeunes là ce matin. C'est pas complètement un hasard parce que c'est vrai qu'on peut constater. Alors je vais pas faire de généralité non plus parce que vous avez énormément de jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui sont pas dans une perspective d'en faire moins ou de se mettre immédiatement en arrêt maladie dès leur arrivée. Mais c'est vrai qu'il y a parfois sur des générations plus nouvelles un autre rapport au travail. Ça c'est certain et que finalement c'est pas le but ultime de la vie. Le but ultime de la vie c'est plutôt de se dégager des temps de loisirs pour en profiter au maximum avec les siens. Cela dit, si vous regardez l'étude quand même qui a été publié. Et alors, à prendre avec quelques pincettes, parce que je vous renvoie à d'autres études publiées cette année au printemps, notamment par Le Monde, qui montraient plutôt que les chiffres étaient en voie de stabilisation et pas d'explosion. Donc, il faut juste faire attention à nos sources. Il n'en reste pas moins que ce que l'étude montre d'abord, c'est une augmentation de la durée moyenne de l'arrêt du temps de travail. Donc c'est pas simplement l'abus des 48 heures, 36 heures qu'on va demander à son médecin par visioconférence pour être tranquille parce que votre supérieur hiérarchique vous a dit que vous aviez pas assez bossé hier. C'est des arrêts de longue durée. Et ça, c'est autrement difficile à analyser. Mais c'est ça qui augmente principalement. C'est la durée moyenne de l'arrêt maladie. Ça veut dire que les conditions même du travail sont sans doute, parce que là, vous choisissez pas de vous mettre en arrêt plus de 90 jours pour le plaisir de ne pas voir votre patron pendant 2 semaines. Ça n'existe pas. Donc on a vraiment aujourd'hui des conditions qui doivent être analysées. J'ai pas de réponse immédiate à vous dire. Je dis simplement que ce qui, moi, ça m'interpelle dans la statistique, c'est l'allongement de la durée moyenne de l'arrêt maladie et notamment des arrêts de longue durée. Et ça, c'est autrement interpellant sur les conditions de travail. Et vous avez raison de dire qu'il faut lire cette étude en détail, notamment sur justement ceux qui bénéficient ou ceux qui se permettent d'être absents au travail. Ce n'est pas tellement les jeunes. On s'aperçoit que plus on vieillit, plus on est absent au travail. Les jeunes, contrairement peut-être à l'image qu'on pouvait se faire, sont ceux qui sont le moins absents au travail. 10 jours en moyenne pour les hommes, 8 jours pour les femmes. Et par exemple, aller entre 35 et 45 ans, c'est déjà 20. On arrive très vite dans la vingtaine de jours. Bonjour Anita. Bonjour. Merci beaucoup de nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. Vous êtes du côté de Lyon, c'est ça ? Je suis à Lyon. Oui. J'ai 66 ans. Je travaille toujours. Je suis artisan. Et moi, chaque fois qu'on parle d'arrêt de travail, je suis très en colère parce que les artisans ne se mettent pas en arrêt de travail parce qu'on a des jours de carence absolument phénoménaux. On fait pas 25% de la population qui travaille quand même, les artisans. On n'est pas en arrêt maladie parce qu'on peut pas. Moi, je me suis cassé un poignet, j'ai continué à bosser, je suis tapissier parce qu'on n'a pas d'indemnité, parce qu'on n'a pas ou des assurances qui sont extrêmement chères. Et ça me rend toujours très, très, très en colère de savoir que nous, notre caisse de sécu, qui a été réintégrée à l'URSSAF récemment, était absolument bénéficiaire. Donc, est-ce que c'est pas le moment de se poser la question de savoir pourquoi les salariés s'arrêtent et pas les artisans? Je pense que c'est une vraie question. Voilà. Mais alors précisément, Anita, pardonnez-moi précisément, je vous la pose la question. Pourquoi vous considérez peut-être que les salariés s'arrêtent plus facilement? Est-ce que oui. Non mais est-ce que vous pensez que le salarié n'a peut-être pas, contrairement à ce que vous nous racontiez, la passion de l'artisan, l'impossibilité vraiment de faire autrement quand on a un métier aussi prenant et précieux que le vôtre, on n'a pas le choix que d'aller travailler tous les jours. Il y a peut-être quelque chose de plus automatique chez le salarié. Oui, mais c'est-à-dire c'est très facile, c'est pas lui qui paye. Moi, je suis désolée, si je m'arrête, mon activité s'arrête, je n'ai plus de revenus. Et en plus, je ne suis pas indemnisée. Donc, effectivement, je ne m'arrête pas. J'ai pas le choix, même si
passionnée par mon boulot et que je ne l'arrêterai pas et que j'ai travaillé dans des conditions avec des grippes et tout ce que vous voulez, et le Covid et tout ce que vous voulez. On se doute. Mais c'est un vrai sujet. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les salariés, c'est très facile de dire je viens pas bosser. Et quand on parle d'arrêt, là, le monsieur qui parlait avant moi disait que des arrêts de longue durée étaient justifiés. Ben, je suis désolée, j'ai dans mon entourage 2 personnes qui sont en la maladie depuis des mois pour des dépressions parce qu'ils ne supportent plus leur patron et qu'ils vivent leur meilleure vie. Donc, voilà. Donc ça, c'est très compliqué d'estimer la gravité d'une dépression. Mais moi, dans mon entourage, j'ai 2 personnes qui en profitent. Voilà. Donc je suis très en colère. Je me dis, c'est trop facile. Les salariés ont tellement d'avantages déjà par rapport à nous. Et en plus, ils ont celui-là de pouvoir s'arrêter dès qu'ils ont un peu de travers. Alors, c'est pas très gentil ce que je dis. Mais c'est votre parole et c'est votre pensée. Et c'est votre pensée. Merci de l'avoir. Non, mais merci beaucoup de l'avoir dit, Anita, au micro de Sud Radio depuis Lyon, où vous nous écoutez depuis le 105.8. Si mes informations sont excellentes. Merci beaucoup, Anita, d'avoir appelé Sud Radio. Merci beaucoup. Le débat se poursuit. Merci beaucoup d'avoir parlé vrai. 0826 300 300. Vous êtes comme Anita. Vous êtes en colère ou au contraire, vous dites mais heureusement que quand on est salarié, on peut s'arrêter. Après tout, le débat est lancé. Vous avez le bon numéro. Vous êtes sur Sud Radio et on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre la conversation. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Vous êtes nombreux à réagir et à participer à la conversation. 0826 300 300 pour cette question qu'on se pose et qu'on vous pose, auditeurs de Sud Radio. Applications, réseaux sociaux, absentéisme record au travail. La France aime-t-elle encore bosser ? On avait, et c'est vrai, une réaction notamment d'Anita qui nous appelait de Lyon et qui nous disait mais en fait, écoutez, moi je suis artisan, je bosse et quand je bosse, en fait, non seulement je bosse parce que j'aime ce que je fais, mais je bosse parce que je n'ai pas le choix. Et c'est vrai que ce rapport au travail, peut-être chez beaucoup de salariés, parce qu'il y a un peu plus de facilité, il y a un rapport au travail qui n'est pas le même. Cette statistique, excusez-moi, elle est très frappante. 7% des salariés seulement en France se sentent engagés. Donc c'est vrai qu'on a la sensation, surtout dans une période où on doit aller chercher de l'argent, on doit aller chercher des économies, mais pas que les salariés. Les Français ont peut-être quand même tendance à se dire mais on a des privilèges pour certains, c'est vrai, on a un confort, et même pour redresser le pays, est-ce qu'on est prêt à le faire ? On a le sentiment que tout ça s'entremêle. Gilles Platré. Moi, je crois qu'il y a. Alors voilà, on parlait de la crise tout à l'heure, la relation au travail, qui est le syndrome sans doute d'une crise plus générale dans le pays qui consomme le plus d'anxiolytiques, etc. Enfin voilà, on pourrait aussi multiplier les exemples. Éléments qui ont été soulignés par le Premier ministre lors de sa conférence de presse d'ailleurs. Moi, je pense que très honnêtement aujourd'hui, il faut tenir compte aussi, et on le rappelait tout à l'heure hors antenne, mais je le redis quand même, que le nombre moyen de jours d'arrêt de travail augmente avec l'âge. Et tout en saluant ce qu'Anita a dit, étant moi-même fils d'artisan commerçant, donc je n'ai pas de souci par rapport à ça. Ils ont bossé toute leur vie, ils sont arrêtés 15 jours uniquement de vacances, donc je sais ce que ça veut dire d'être complètement investi dans son métier, mais il n'en reste pas moins qu'on a des cas aujourd'hui, et c'est normal, où vous avez l'âge aidant, plus de difficultés à accomplir. Alors ça peut parfois tourner en dépression, mais souvent ce sont ce qu'on appelle nous dans des collectivités des muscles, des risques musculo-squelettiques, tout simplement, avec des travails à répétition. Et donc forcément le corps s'usant, il y a un moment donné, on est obligé de lever un peu le pied avec des pathologies qui viennent avec l'âge. Voilà. Donc ça, et d'ailleurs les chiffres que vous avez cités le montrent bien. Il y a une élévation. Donc là, c'est pas scandaleux du tout. Ce qui est plus scandaleux, c'est effectivement de croire que le travail ne serait que pas nécessaire pour maintenir notre niveau de vie. Croire qu'en travaillant moins, on va se développer mieux. Mais c'est une illusion, parce que l'avenir sera très sévère par rapport à ça. Un pays ne peut maintenir son niveau de vie que s'il bosse. C'est aussi simple que ça. Et croire le contraire, c'est se condamner demain à de sévères déconvenues, et c'est hélas ce qui risque de se passer. Mais c'est ce qu'on se disait d'ailleurs hors antenne. C'est aussi sur l'aménagement, en fait, à partir d'un certain âge, ne pas s'arrêter de travailler tout de suite. C'est-à-dire évidemment, on pense à un moment de sa vie mettre un terme justement à l'effort dans lequel on a contribué pendant tant d'années. Mais c'est bien. Pour moi, je considère que le travail maintient en vie, que les métiers. Non, c'est pas l'inverse, malheureusement. Oui.
mais c'est parce que ça donne aussi du sens. Mais bien sûr, on permet de se lever, mais il faut aménager, c'est-à-dire que passer un certain âge où on se rapproche de la retraite. Ça peut être décroissant, vous avez raison. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, on a des paliers où on peut libérer un jour tout en travaillant. D'où l'intérêt de bosser plus quand on est jeune. Il faut casser les 35 heures. À un moment donné, il faut qu'on se le dise, officiellement. Parce que là, on est en âge de le faire. Plutôt que de se traîner pendant des années avec des pathologies, il vaut mieux bosser quand on est en âge de le faire pleinement. Néanmoins, je pense quand Alexandra, avant qu'on aille au standard. Ce sont les jeunes générations qui sont demandeurs de plus de flexibilité, de plus de télétravail, de plus d'horaires aménagés, parce que le travail n'est plus qu'un élément du puzzle de leur vie. Alors on peut s'en inquiéter, on peut le condamner, on peut s'en réjouir, mais c'est un fait. Et moi, ce que je regrette, c'est que la notion de travail ne soit pas tout de suite introduite à l'école. C'est-à-dire que le travail soit valorisé, qu'on n'aide pas plus les jeunes générations à identifier leurs aspirations professionnelles, que l'idée de la formation, de ce qu'on va faire, qu'une formation universitaire, elle soit destinée à trouver un travail, que l'idée du travail soit complètement intégrée à tout ce qui fait l'école en réalité. Je peux me permettre 2 petites secondes, parce que là vraiment vous avez touché un point sur lequel en fait ça fait 2 ans que je réfléchis. Et oui, en fait, par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport au cours élémentaire, moi je pense qu'il faut réformer en fait notre système éducatif et en fait déjà permettre aux jeunes d'être déjà plus pas plus performants, mais en tout cas qu'ils aient une apprentissage des bases qui soit beaucoup plus pointu, prononcé, et qui a un rapport au travail, comme vous dites, dès le lycée, c'est-à-dire qu'on n'ait pas une semaine de stage en 4e, 3e, mais qu'on soit dès la terminale où c'est un peu plus aménagé avant le bac français par exemple. On est 6 mois de stage en entreprise dans une entreprise où on a un rapport au travail qui soit plus physique, plus concret surtout. Oui, aussi, mais qu'on ait un rapport à la réalité, qu'on se dise pas dès la fin de nos études, en fait on veut pas faire tel métier ou tel métier parce que on a cette image du métier qui est pénible. Non, vous le serez en le pratiquant ce métier. Et en tant que stagiaire, déjà ça va vous servir, et c'est une école de la vie, ça. Mais sur l'aspect concret du travail, on voit aussi à quel point en France, contrairement à énormément de pays en Europe, on est encore un peu attardé sur les filières professionnelles, en étant persuadé que ce n'est pas ce qui va pouvoir permettre de transformer l'essai professionnellement, alors que tous les chiffres montrent le contraire, que ceux qui font des filières pro s'intègrent mieux, s'intègrent plus vite, gagnent leur vie de façon en réalité beaucoup plus concrète et beaucoup plus rapide. Mais on a moi-même d'un cursus professionnel, donc c'est plus concret. Ça a des avantages en réalité. Lucas Véran. Non, mais je pense, en effet, il y a une grande différenciation déjà milieu rural, milieu urbain. C'est-à-dire que en milieu urbain, moi je le vois, les gens finalement travaillent beaucoup plus tard, veulent beaucoup plus de flexibilité, et donc attention à pas créer non plus une France à 2-3 vitesses où finalement les cadres diplômés peuvent bénéficier du télétravail, peuvent à niveau de récompense égale avoir énormément de flexibilité, et l'autre France finalement être confrontée à un manque de souplesse et de flexibilité qui puisse en pâtir. Mais je reviens quand même sur l'idée tout à l'heure, c'est 7% de personnes engagées seulement, c'est dramatique. Je pense qu'il faut corréler ça au sujet de la rémunération. Pourquoi les jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas envie ou moins envie, parce que je pense que c'est fort heureusement limité comme phénomène, c'est parce qu'il n'y a pas la possibilité, comme à l'époque de nos parents, comme à l'époque de nos grands-parents, de se dire peut-être que le travail, peut-être que le salaire m'offrira l'opportunité de construire un patrimoine et de me projeter dans l'avenir. C'est ce qu'on disait en début de débat. Et je pense que repositionner cette question-là, et on pourra y revenir aussi, mais typiquement la question non seulement du travail, mais de l'éducation financière. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes sont appelés à investir, à prendre déjà gérer l'argent. Exactement. Moi, je suis sidéré, c'est-à-dire que vous vous retrouvez à 15 ans, peut-être avec une carte avec des plafonds, mais on vous apprend pas potentiellement à mettre un peu d'argent de côté, ce que sont des impôts, ce que c'est. Jamais. Mais exactement, bien sûr. D'avoir la réflexion de mettre, je sais pas, 150 € par mois, ou 50 € ou 20 € sur un livret A, pour savoir qu'on a une petite économie, sachant que on travaille pas à ce moment-là. On parle d'inégalité de France à plusieurs vitesses, mais on se rend bien compte que le travail est une valeur cardinale pour ceux qui ont encore un fort désir d'ascension sociale. Et là où on arrive à un modèle qui s'essouffle, c'est que
finalement, cet ascenseur social, il est complètement bloqué. Vous parliez, Gilles, de désenchantement. Mais oui, quel est l'avenir qu'on propose Bien aussi sûr. à ces jeunes? Un récit collectif de prospérité. Oui, complètement. Mais ce sera le mot de la fin pour l'espoir de prospérité glissé par Lucas Véran. J'aimerais qu'on passe à notre dernier sujet, qui est là aussi quand même très concret et pas totalement sans lien avec le sujet qu'on a abordé. Qui dit argent dit compte bancaire. Qui dit compte bancaire dit agence bancaire. Et dans les agences bancaires, mesdames, messieurs, il y a des conseillers. Et cette question que je veux vous poser, est-ce que vous seriez prêt à changer de conseiller? Parce que c'est un sondage et c'est un petit papier qu'il fallait dénicher dans le Figaro Écho de ce matin avec un chiffre en apparence chouette. 88% des Français ont une bonne image de leur conseiller bancaire. C'est un sondage IFOP en 2024. Mais on s'aperçoit quand même que de plus en plus, certains reprochent à leurs conseillers de tenter de vendre des produits dont ils n'ont pas besoin. Certains reprochent aux banques de changer beaucoup plus de conseillers. Il y a quand même un taux de rotation de 10,6%, ce qui est considérable, et 30% des effectifs dans certaines banques ont été renouvelés en 5 ans. Donc c'est considérable, il n'y a plus de lien humain. Vous, par exemple, autour de la table, et je suis intéressé aussi par ce que vous en pensez, ce que vous pensez, auditeur 0826 300 300, est-ce que vous êtes prêt à potentiellement à vous séparer de votre conseiller bancaire? Il y a Lucas Véran qui me regarde en disant oui tous les jours. Non, mais parce que confessez-vous, Lucas, confessez-vous. Je confesse que je n'aurais aucune difficulté à se séparer de mon conseiller bancaire parce que je le connais pas. Ah oui. Non, mais c'est que effectivement on a cette rotation dans beaucoup d'agences bancaires qui fait que on a l'incapacité de créer un lien de confiance et de relation avec son conseiller. Et je pense, et le sujet est complètement lié au sujet précédent. Les jeunes se rendent compte que finalement le banquier, il est là pour ramener de l'argent à son établissement bancaire. Et dès qu'il peut vous mettre une assurance, exactement, un truc comme ça, il n'est pas là pour encourager la construction d'un patrimoine. Et aujourd'hui, il y a énormément de solutions. Je prends l'exemple de cette start-up Finari qui analyse les frais cachés en ligne dans énormément de contrats d'assurance vie. Finalement, le conseiller bancaire est de plus en plus vu comme un ennemi vis-à-vis de la transparence des produits financiers et comme finalement quelqu'un qui n'est pas là pour vous accompagner dans la construction de votre patrimoine, mais qui est là finalement pour vendre son fruit. Le sujet qui est distingué en revanche, c'est qu'il y a un sujet d'accessibilité. Mon propre conseiller, mais non, mais il y a une vraie question, c'est on a cette donnée-là où je pense que les jeunes, globalement, avec les plateformes en ligne, les Fortunéo, etc., sont amenés à moins, mais on a un sujet dans les territoires, en revanche, où pour une part significative de la population, on a ce besoin d'interlocuteurs. Donc, transformons un peu le modèle. Oui, pardon. Et ne mettons pas à mal, parce que je vois aussi dans les grands établissements bancaires la tentation pour de la rentabilité de finalement réduire le volet au niveau des agences et de seulement garder la branche banque privée qui est rentable. Et 0826 300 300 auditeurs de Sud Radio, appelez-nous. Est-ce que vous verriez vous séparer de votre conseiller bancaire ou au contraire vous êtes tombé sur une pépite? C'est une histoire d'amour qui ne cesse de durer. Appelez-nous pour une fois qu'on peut dire du bien de certaines banques. C'est pas tous les jours. Alexandra Spinner, je vous voyais réagir. C'est vrai que le rapport à l'argent, certains on en a besoin. C'est un sparring partner, comme on dit en bon anglais, comme dirait Lucas Véran. Oui, il y a aussi une vraie fracture territoriale. Vous avez une fracture générationnelle. Allez expliquer à des personnes âgées qui sont pas tellement familiers avec l'outil numérique. C'est comme le liquide en réalité. Oui, regardez ces débats sur l'argent liquide, peut-être pas les jeunes. Mais d'avoir un compte en banque en ligne, vous imaginez la difficulté que ça suppose. C'est-à-dire que pour certains, c'est une facilité de passer outre le conseiller bancaire, mais pour les personnes âgées, c'est une catastrophe en réalité. Et puis, dans certains villages, le conseiller bancaire, c'est comme le facteur, c'est encore le lien social. Bien sûr, évidemment. Et de toute façon, et puis qui vous ont accompagné dans les projets de vie et le crédit pour la maison, le crédit pour la voiture, ceux qui ont... moi je vois dans ma famille par exemple, c'est la même agence bancaire et on a une chance, c'est qu'à chaque fois on s'énerve parce qu'on ne veut pas changer de conseillère et vu qu'elle nous supporte depuis des années, il n'y a pas de raison, mais c'est vrai que c'est celle qui accompagne, c'est les ouvertures des banques, des comptes pour les premiers enfants, c'est un juste équilibre. De toute façon, quoi qu'il arrive, le rapport à l'humain, on en a besoin, et surtout pour ce genre de cas de figure, quand il s'agit de gérer son argent et qu'on a des problématiques, on a besoin de s'adresser à une personne de confiance entre guillemets, parce que ça dépend à qui on s'adresse. Moi personnellement, mon conseiller financier, je ne m'en plains pas, mais oui, et en ce qui concerne justement la génération qui n'a pas justement ce contact et ce feeling avec le digital, je pense aussi qu'il faut mettre des leviers là-dessus. Pourquoi
dès aujourd'hui, on n'essaierait pas d'installer une sorte de formation. C'est une hypothèse, mais une formation pour apprendre justement à faire une mise à jour sur ce qu'on doit savoir aujourd'hui. Voilà, c'est important. Et puis on en parlait un peu en coulisses. C'est vrai que le nombre de choses que vous découvrez quand parfois vous êtes taxé ou que votre banque vous prélève, c'est sidérant, que ce soit les agios, que ce soit les frais, que ce soit à chaque fois que vous demandez un pseudo-service. C'est peut-être ça qui peut parfois frustrer beaucoup de gens qui nous écoutent. Bien sûr, Gilles Platré, comment vous regardez ce débat-là? Est-ce que votre conseiller bancaire est un ami? C'est pas un ami, mais en tout cas, c'est quelqu'un de confiance. Juste quand même un petit mot. Vous avez dit que 88% des Français souhaitaient conserver leur conseiller bancaire. Ils sont satisfaits, en tout cas. Ils sont satisfaits. Donc ça veut dire qu'il y a 12% qui ne le sont pas, si j'ai bien compté. Si les 12% devaient signer une pétition contre leur conseiller bancaire, il serait 8 millions à la signer. Et pourtant, vous auriez 59 millions de Français qui veulent garder. Juste pour le petit débat du début d'émission, les 2 millions c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup par rapport à ceux qui n'ont pas signé. Donc simplement, il y a pas de pétition, s'il vous plaît, contre les conseillers bancaires. Mais ce que je veux simplement dire, il y a quelque chose qui m'interpelle, et moi je le vois dans ce qu'on met en place dans ma mairie à Chalon-sur-Saône. C'est la dématérialisation. Bien sûr. Attention, on parle des générations de nos aînés qui sont peut-être moins familiarisés, et c'est une évidence, que nous à l'outil informatique. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que l'électronisme, l'incapacité à se diriger sur Internet, ça touche aussi beaucoup les jeunes générations qui, sorties des réseaux et de quelques sites en particulier, sont complètement paumés, paumés. Donc, je dis simplement une chose. Oui, dématérialisons pour ceux qui sont à l'aise avec ça. Très bien. Et ils s'ouvriront des champs de concurrence absolue sans avoir aucun interlocuteur physique, mais gardons toujours la capacité d'avoir un interlocuteur au téléphone et pas une voix électronique et pas une plateforme qui parfois, venant de très loin, est incapable de renseigner. Et je trouve que de ce côté-là, le conseiller bancaire, même si bien sûr qu'il bosse pour une entreprise qui cherche à vendre des produits, faut pas être dupe, mais on lui demande pas d'être philanthrope, il est banquier, il doit faire aussi travailler sa banque, mais il nous apporte quand même des conseils qui parfois sont sacrément affûtés et que nous-mêmes nous n'aurions pas trouvé tout seul. Comme dirait Gilles Platré, gardons un peu d'énergie pour cette dernière ligne droite de l'émission jusqu'à midi, notamment pour les coups de cœur et les coups de gueule. Vous êtes bien sur Sud Radio et on revient dans quelques secondes. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Dernière ligne droite de vos grands débats de l'été en direct sur Sud Radio. On est toujours en compagnie de Lucas Véran, adjoint au maire de Neuilly, Gilles Platré, maire de Chalon-sur-Saône, Alexandra Spinner, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France, et Octave, caricaturiste de presse, et sur les réseaux sociaux. Alexandra Spinner, je me tourne vers vous. Honneur aux dames, bien sûr, avec un coup de gueule, un coup de gueule. Est-ce que vous savez ce que c'est un coup de gueule? C'est un mélange très précis et très savant entre un coup de cœur et un coup de gueule. Donc je vous propose de l'entamer. Oui. Non, là c'est plutôt un coup de gueule franc. Un coup de gueule franc et massif. Il n'y a absolument pas de coup de cœur dans cette affaire. Moi je suis stupéfaite de notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui fait de son ministère une espèce de spectacle, d'exercice de télé-réalité. Je vous invite à aller voir ses réseaux sociaux. C'est absolument grotesque. On est quand même dans un exercice de discrétion, normalement, où les hommes se fondent dans l'intérêt de l'État et pas dans une espèce de fanfaronnade pour politiciens en quête de notoriété. Alors vous avez une espèce de vidéo ridicule où il se met en scène, tout ça. Il avait fait des vidéos de brèves dont certains se souviennent peut-être. Oui, il nous parle de porno. Enfin, tout ça est grotesque. Je vous rappelle quand même que nous avons des otages en Iran, que nous avons Boualem Sansal qui est détenu en Algérie, et pendant ce temps, vous avez Monsieur Barrot qui se donne en spectacle sur les réseaux sociaux. Alors moi, je suis quand même sidérée. La diplomatie, c'est pas un concours de selfie. C'est l'art quand même de la parcimonie du mot juste et du mot qui pèse. Et c'est aussi, mais avant, en France, c'était l'art de faire du style et de l'élégance une force. Là, on n'attend plus qu'il faille appuyer sur pour Jean-Noël, envoyez-le à Djibouti, 2, envoyez-le à Téhéran. Enfin, tout ça est grotesque. Et je trouve que à l'heure où la France ne tient plus son rang dans le monde, je trouve assez désolant qu'on ait un ministre des Affaires étrangères qui se donne ainsi en spectacle. Voilà. Les mots sont dits, le parler vrai d'Alexandra Spinner concernant Jean-Noël Barrot.
compensons avec un coup de cœur, je me tourne vers vous, Lucas Véran, pour une entreprise étrangère qui connaît un sacré succès. Tout à fait. En fait, c'est pour une entreprise et c'est aussi pour une nation qui sait ce que c'est d'encourager des actifs stratégiques. Il s'agit de TSMC, donc Taiwan Semiconductor Company, qui en effet est, vous le savez, peut-être cette entreprise qui concentre 75% de la production de ce qu'on appelle les GPUs, les processeurs graphiques absolument décisifs en matière d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que les concepteurs comme Apple, Huawei, Nvidia... En fait, c'est partout, dans les voitures, dans les télécommandes, dans les téléphones. Et eux maîtrisent la fonderie, c'est-à-dire la sous-traitance de production. Et typiquement, on voit là une entreprise qui vient de dépasser les 1000 milliards de capitalisation boursière, une des premières qui n'est pas sur le marché américain. Et on voit quand une nation avec un effort industriel de réindustrialisation, cette préservation des actifs stratégiques, que finalement, ça permet aussi de préserver une indépendance, y compris sur le volet géopolitique, parce que s'il n'y avait pas cette entreprise-là, peut-être que le conflit et l'appétit de la Chine se seraient révélés beaucoup plus immédiats. Donc, bien évidemment, en miroir, l'Europe, avec les retards en matière de technologie et sont considérables. Sont considérables. Donc, j'ai envie de dire que c'est un coup de gueule, comme vous l'aviez invité. Ça va rester ça. C'est un coup de gueule de TSMC de cette fantastique réussite et un peu une exhortation aux Européens à avoir cette même attitude. Et puis toujours l'intérêt en effet de savoir ce que sont ces fameux microprocesseurs, c'est-à-dire ces micropuces dont vous l'avez rappelé, tout le monde est absolument dépendant. Je crois que le chiffre c'est qu'ils sont à 81% responsables on va dire du commerce de ces puces dans le monde. Merci beaucoup Lucas Véran. Coup de gueule cette fois. Je me tourne vers vous. Il n'y a pas de nuance. Il n'y aura pas d'ambiguïté là-dessus. C'est pour l'invasion d'un certain drapeau dans l'espace public. Écoutez, moi je suis complètement stupéfait, même si je ne veux pas être naïf sur le sujet, de voir à quel point le drapeau palestinien est en train de prendre dans l'espace public français et européen une place qui est complètement démesurée. Je salue ceux qui veulent que la situation se rétablisse à Gaza, et le sujet n'est pas de négliger les victimes de ce qui est en train de se passer sur place. Simplement, avoir aujourd'hui des événements de toutes sortes, notamment des événements culturels, où le drapeau palestinien est brandi comme un étendard. On a évoqué tout à l'heure ensemble le festival d'Avignon avec les propos scandaleux de son directeur. Je pourrais aussi dire plus modestement l'invasion du drapeau palestinien dans ma propre ville, qui vient de fêter les 38 ans de son festival des Arts de rue, qui par ailleurs s'est très très bien passé. Et le public vient justement pour se détendre et n'en a rien à secouer de cette politique qui est en train d'envahir tout l'espace culturel français. Et moi, je dis simplement la chose suivante. On est souvent en direct à Avignon tous les jours. C'est une catastrophe. C'est devenu un festival politique. Et je trouve que c'est une dérive incroyable parce que, d'une part, elle va à l'encontre des souhaits du public qui est d'abord là pour chercher le divertissement, l'instant culturel, les retrouvailles avec soi-même, et pas pour faire de la politique. Et deuxièmement, avoir la naïveté de croire que ce drapeau n'est pas instrumentalisé par des puissances qui nous sont hostiles, comme la République islamique d'Iran, ou comme d'autres pays qui cherchent à le brandir comme un étendard qui demain sera celui de la révolte. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la nuit du 31 mai au 1er juin, après la victoire du PSG. Vous avez vu ce drapeau, moi je l'ai bien vu dans ma commune, vous avez vu ce drapeau brandi comme un symbole de rébellion, et à tout cela nous amène quand même à appeler un peu plus de raison, et peut-être que si la raison ne vient pas, à ce que l'État, plutôt que de fanfaronner sur les réseaux sociaux ou par ministre interposé, s'intéresse quand même au fond de ce drapeau et finisse peut-être un jour par considérer qu'il est un emblème séditieux qui ne peut pas être toléré sur le territoire national. Le coup de gueule sans nuance de Gilles Platré concernant l'invasion du drapeau palestinien un peu partout sur le territoire français. Essayons de partir, pour ceux qui sont sur la route des vacances, avec une note positive, et je me tourne vers vous, Octave, caricaturiste. C'est un coup de cœur, un joli coup de cœur pour Tomorrowland, c'est ça ? Exactement, et ça me permet de rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport à cet engagement géopolitique en brandissant le drapeau palestinien quand on n'est pas vraiment concerné par la situation, vu qu'on n'est pas confronté à cette réalité qui se passe au Proche-Orient. À Tomorrowland, il s'est passé quelque chose d'unique et qu'on ne parlera sûrement jamais. C'est un Palestinien portant un kéfier qui enlace et qui prend dans ses bras un Israélien avec le drapeau israélien qui était accroché sur ses épaules. C'est une image qui pour moi est très significative parce qu'elle est porteuse d'espoir dans le sens où tout a commencé un 7 octobre dans un festival dans le sang.
et qui aujourd'hui, à l'image et au nom du festival Tomorrowland, donc peut-être l'avenir, donc le demain qu'on attend tous, c'est justement une réconciliation possible. Et on le voit que c'est possible. C'est factuel. C'est des gens qui sont constamment confrontés à cette relation au quotidien. Et ils arrivent à échanger. C'est possible. Mais à qui profite le crime aujourd'hui? Ça profite à des gens qui malheureusement ne sont jamais concernés par cette situation, qui ont un manque cruel d'identité, qui ont besoin de s'engager quelque part pour se sentir le besoin d'exister. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Le besoin d'exister. Merci beaucoup, Octave, caricaturiste de presse et sur les réseaux sociaux. Alexandra Spinner, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Gilles Platré, maire de Chalon-sur-Saône. Lucas Véran, adjoint au maire de Neuilly. Merci à tous les quatre d'avoir été autour de cette table pour débattre et ferrailler sur l'actualité du jour. À 12h30, Céline Imard, l'eurodéputée LR, qui va dire à ce micro les 4 vérités sur ce qui se passe au sein de l'Union européenne et à la Commission européenne. Formidable député. On aura l'occasion de l'écouter pendant une demi-heure, que ce soit sur le Mercosur, que ce soit sur la PAC, que ce soit sur le projet de Coran européen et le rôle obscur, opaque des ONG. Et dans un instant, 9 agriculteurs de Charente-Maritime ont été condamnés à payer 1,5 million d'euros pour avoir utilisé des retenues d'eau agricoles qui étaient pourtant autorisées dans un cadre par le préfet. Vous avez bien entendu, 1,5 million d'euros. On va vous raconter cette folle histoire dans un peu plus d'un quart d'heure. Mais tout de suite, petite page de pub, peut-être pour prendre une grande respiration et vous souhaiter, pour ceux qui ont déjà cette chance, un bon appétit. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.